Notre rapport il montre à quel point nous avons aujourd'hui un modèle en fait, d'utilisation des terres, de systèmes alimentaires qui n'est pas soutenable. Et on peut également ajouter qu'on a dans le monde 800 millions de personnes qui ne mangent pas à leur faim et 2 milliards de personnes qui sont en surpoids ou qui souffrent d'obésité. Donc ça montre vraiment que notre système alimentaire, notre gestion des terres n'est pas soutenable aujourd'hui. Est-ce que... Pardon. Dites-moi, allez-y. Alors on montre d'un côté que la gestion des terres participe au problème du changement climatique, en particulier par l'émission de gaz à effet de serre, mais aussi qu'elle fait partie des solutions. C'est-à-dire que notre rapport montre qu'il existe un grand nombre d'options d'action qui sont prêtes, des techniques, des options de pratiques qui existent aujourd'hui, qui montrent leurs bénéfices pour avoir une production agricole qui soit résiliente dans un climat qui change, mais aussi pour renforcer la qualité des sols, stocker davantage de carbone. Et donc notre rapport montre à la fois comme ce secteur des terres contribue au problème et peut être porteur de solutions. Dans un contexte où on a besoin de solutions dans tous les secteurs, les terres ne peuvent pas tout faire. Ça veut dire que la lutte contre le réchauffement climatique est compatible avec la sécurité alimentaire? Alors, il y a vraiment des enjeux majeurs en termes d'insécurité alimentaire, de stabilité du système alimentaire. On montre que des risques élevés existent, même pour un réchauffement global de l'ordre de 1,5 degré, on en est déjà à 1 degré, et des risques importants à 2 degrés. Donc ça montre l'enjeu de préserver au maximum les terres agricoles, ça montre les enjeux d'augmenter la productivité des terres agricoles tout en protégeant l'environnement. C'est vraiment cette notion de gestion durable des terres. Ça montre aussi qu'il existe un ensemble d'options d'action à l'échelle des exploitations agricoles. Il existe des options d'action aussi à l'échelle de chaque individu dans les choix de consommation que l'on peut faire en fonction de ses moyens, de sa culture, de la région où l'on vit. On peut aussi, nous, réduire la pression sur les terres et également les émissions de gaz à effet de serre en fonction de l'alimentation que l'on choisit d'avoir. Et enfin, il y a des enjeux qui sont importants en termes de gouvernance, en termes de formation, en termes de transfert de technologie, qui sont aussi importants pour permettre à ces solutions de se déployer le plus rapidement possible. Est-ce que le développement de l'agriculture biologique pourrait améliorer les choses, par exemple ? Alors, on montre qu'il existe un grand nombre d'options d'action. Des options qui permettent d'améliorer la qualité des sols, ça peut être l'agriculture biologique, l'agriculture de conservation. L'agroforesterie, elle a un potentiel très important également pour avoir une agriculture résiliente dans un climat qui change, diverse, et puis qui stocke davantage de carbone dans les sols, ou certaines formes d'agriculture de précision. Et moi, je résume ça en disant finalement, on a besoin d'hybrider différentes formes de connaissances. Les connaissances les plus précieuses, ce sont celles des acteurs de terrain, qui vivent avec les conséquences du climat qui change partout. Mais il y a aussi en fait des connaissances qui viennent de recherche, d'innovation, de nouvelles technologies. Et puis enfin, il y a ces connaissances sur, concrètement, dans chaque région, quelles seront les implications d'un climat qui change, et elles sont propres à chaque région. Dans certaines régions, les régions sèches, il y a des enjeux sur la sécurité en eau. Dans d'autres régions, il y a des enjeux qui vont être liés, par exemple, à l'augmentation des pluies torrentielles, qui pèsent sur la qualité des sols, peuvent provoquer leur dégradation. Voilà, et donc il y a vraiment ce contexte qui permet d'hybrider différentes formes de connaissances pour finalement changer d'échelle et permettre que les solutions qui sont bénéfiques pour les écosystèmes, pour la sécurité alimentaire, pour la santé, puissent être déployées beaucoup plus rapidement qu'aujourd'hui. Vous dites qu'on a une température qui a augmenté de 1 degré. Est-ce que vous gardez toujours l'espoir de limiter le réchauffement à 1,5 degré ou est-ce que pour vous c'est trop tard ? En fait, le fait de limiter le réchauffement à l'avenir, ça dépend de ce qu'on va faire. Ça dépend de ce qu'on va faire dans tous les secteurs d'activité. Le secteur de l'énergie avec les énergies fossiles, le secteur des villes, l'évolution des villes, le secteur industriel qui peut aussi porter beaucoup de solutions d'économie circulaire ou d'efficacité, et le secteur des terres. Donc si les solutions qui existent aujourd'hui sont déployées de manière plus rapide, il est possible de limiter le réchauffement à un niveau bas. Mais si on tarde à agir, on ferme certaines possibilités d'action. Dans un climat plus chaud, on va perdre certains écosystèmes. On va perdre la capacité des sols à stocker du carbone. Donc dans le secteur des terres, une action précoce, elle est particulièrement importante. Le GIEC sort ce nouveau rapport, donc conclu avec 195 pays et l'Union européenne. Comment se sont passés les débats ?
Alors ça a été en fait très intense. On a été plus lent que prévu. On a mis 5 jours et demi à finaliser finalement cette étape de coproduction de connaissances, puisque ce rapport est préparé à la demande des gouvernements et nous formulons ensemble, sur la base des éléments scientifiques et avec le dernier mot aux scientifiques auteurs des rapports, les conclusions principales. Moi, je résume ça en disant que c'était une ambiance constructive, une ambiance où chacun a respecté les autres, avec une attention très forte des délégués de tous les pays aux implications de notre rapport et avec une forme de gravité, je dirais, vraiment, parmi les participants à cette phase d'approbation.